Le bruit du verre qui se brisait résonna dans le parking souterrain comme un coup de feu. Victoria Rodriguez sentit les éclats couper son visage, tandis que le rétroviseur de sa voiture d'occasion explosait en 1000 morceaux. L'homme en costume italien qui tenait le club de golf sourit avec mépris, ses dents blanches contrastant avec la fureur dans ses yeux bleus. « Vous auriez dû accepter ma proposition la première fois », dit Richard Blackwood, ajustant sa cravate en soie comme s'il venait de terminer une réunion d'affaires. « Maintenant, cela va coûter beaucoup plus cher. » Victoria essuya le sang de la coupure sur sa joue avec le manche de son uniforme bleu marine de sécurité. Ses yeux foncés ne montraient aucune peur, seulement un calme troublant que Richard ne parvenait pas à déchiffrer. Il y avait quelque chose dans ce regard qui le dérangeait profondément, quelque chose qui ne correspondait pas à la position d'une simple gardienne de parking. « Monsieur Blackwood, dit-elle d'une voix ferme, vous commettez une erreur. » Richard laissa échapper un rire amer. « Une erreur ? La seule chose que j'ai faite, c'est de laisser une personne comme vous travailler dans mon immeuble si longtemps. » Il pointa le club dans sa direction. « Vous pensez toujours pouvoir défier ceux qui commandent ici. » Le conflit avait commencé 3 semaines plus tôt, lorsque Victoria avait refusé de laisser Richard se garer dans la place réservée aux personnes handicapées. C'était une règle simple de l'entreprise, mais pour un homme habitué à enfreindre toutes les normes grâce à son argent, ce refus avait sonné comme une déclaration de guerre. « Vous savez qui je suis ?» avait-il crié à l'époque, agitant un paquet de billets de $100. « Je peux acheter 10 voitures comme la vôtre avec ce que je dépense au déjeuner. » Victoria resta inébranlable. « Les règles sont pour tout le monde, monsieur. Il y a d'autres places disponibles. » Depuis, Richard faisait en sorte de rendre sa vie infernale. Il arrivait toujours aux heures de pointe pour semer le chaos, remettait en question chacune de ses décisions devant les autres employés et faisait des commentaires dénigrants sur ses origines latines dès qu'il en avait l'occasion. Mais aujourd'hui, il avait franchi une ligne irréversible. « Vous allez apprendre votre place », continua Richard, frappant dans sa paume avec le club. « Des gens comme vous doivent comprendre qu'il y a des conséquences à défier ceux qui comptent vraiment dans cette ville. » Victoria observa ses muscles tendus, sa posture agressive, la façon dont il tenait cette arme improvisée. Il y avait quelque chose de familier dans cette scène, quelque chose qui réveillait des souvenirs qu'elle préférait garder enfouis. Pendant un instant, le parking souterrain se transforma en un autre lieu, à une autre époque. « Monsieur Blackwood, » répéta-t-elle, cette fois d'un ton qui glaça son sang. « Vous ne savez vraiment pas à qui vous parlez. » Richard fronça les sourcils. Il y avait quelque chose de changé dans sa posture, dans la manière dont elle distribuait le poids de son corps, comme si elle se préparait à quelque chose. « Je parle à une gardienne mexicaine qui ne connaît pas sa place. » Premièrement, fit un pas en avant Victoria, ignorant complètement le club, je suis américaine de 3e génération. Deuxièmement, je travaille dans la sécurité patrimoniale depuis seulement 6 mois. Elle fit une pause, ses yeux s'assombrissant. Et troisièmement, avant cela, j'ai passé 15 ans à faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. La confiance dans sa voix était déconcertante. Richard sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais son orgueil blessé parla plus fort. Peu m'importe ce que vous faisiez avant. Maintenant vous n'êtes rien. Victoria sourit pour la première fois, un sourire qui n'atteignit pas les yeux. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, monsieur Blackwood. Et croyez-moi, cela peut poser un problème plus grand que vous ne l'imaginez. La menace voilée rendit Richard encore plus furieux. Il leva le club au-dessus de sa tête, prêt à porter un autre coup, cette fois non pas sur la voiture, mais sur elle. Je vais vous apprendre à respecter ceux qui commandent ici. C'est alors que Victoria fit quelque chose de complètement inattendu. Au lieu de reculer ou de supplier pour sa vie, elle resta absolument immobile, les bras le long du corps, comme si elle attendait l'attaque. Ses yeux ne quittaient pas les siens, étudiant chaque micro-expression, chaque mouvement musculaire. Richard hésita. Il y avait quelque chose de profondément anormal dans cette situation. Une personne normale devrait courir ou crier à l'aide. Mais Victoria semblait calculer. « Que faites-vous » demanda-t-il, toujours le club levé. « Je vous donne une dernière chance de reconsidérer vos choix » répondit-elle avec un calme surnaturel. « Parce qu'après cela, les choses vont changer d'une manière pour laquelle vous n'êtes pas préparé. » La frustration de Richard explosa. Comment une simple employée osait-elle le menacer? Il avait construit un empire, contrôlait des politiciens, avait des contacts partout dans les lieux importants de la ville. Et une gardienne essayait de l'intimider? « Vous n'êtes qu'une immigrante qui devrait être reconnaissante d'avoir un emploi » cria-t-il, laissant son racisme s'exprimer librement. « Des gens comme vous sont un cancer dans ce pays. » Victoria serra les poings pour la première fois, un geste minimal mais significatif. « Des gens comme moi, dit-elle lentement, ont construit ce pays avec du sang,
de la sueur et du sacrifice. Des gens comme moi sont morts pour défendre les valeurs que vous crachez tous les jours. Défenseuse de la patrie. Richard ricana avec mépris. Vous n'avez probablement même pas terminé le lycée. J'ai un diplôme en ingénierie militaire, répondit Victoria sans émotion. Spécialisation en tactique de combat urbain. Et quelques décorations que vous ne comprendrez jamais. L'information frappa Richard comme un coup de poing dans l'estomac. Ingénierie militaire? Décoration? Cela n'avait aucun sens. Il avait enquêté sur son passé lorsqu'il avait décidé de rendre sa vie infernale, mais n'avait trouvé que des informations basiques sur son emploi. Vous mentez, dit-il, mais sa voix perdit de sa conviction. J'essaie de vous empêcher de commettre la plus grande erreur de votre vie, répondit Victoria. Mais il semble qu'il soit déjà trop tard pour ça. Le bruit de pas résonna dans le parking. D'autres employés de nuit arrivaient, attirés par le vacarme de la destruction. Richard réalisa qu'il y avait des témoins et que cela pouvait compliquer les choses pour lui. Ce n'est pas fini, dit-il, baissant finalement le club. Vous n'avez aucune idée de ce que je peux faire de votre vie. En fait, sourit Victoria à nouveau, ce sourire glacial, je pense que c'est vous qui n'avez aucune idée de ce qui peut arriver maintenant. Richard grava ces mots dans sa mémoire en s'éloignant. Il y avait quelque chose dans sa confiance qui le perturbait, une certitude inébranlable de quelqu'un qui connaît de véritables batailles. Mais il était Richard Blackwood. Il avait de l'argent, du pouvoir et des connexions capables de détruire n'importe qui. En marchant vers son Bentley, il élaborait déjà des plans. Si Victoria voulait la guerre, il lui donnerait la guerre. Mais elle se déroulerait selon ses conditions, avec ses règles, en utilisant les ressources que seul un homme de sa position pouvait mobiliser. Ce que Richard ne réalisait pas, c'est que Victoria observait chacun de ses mouvements, cataloguant les informations comme une vétérane habituée à étudier ses ennemis avant le combat. Pour elle, la guerre avait déjà commencé au moment où il a brisé le miroir de sa voiture. Et contrairement à lui, elle savait exactement comment gagner une guerre. Si vous appréciez cette histoire de courage et de détermination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre comment cette bataille épique entre le pouvoir et la justice va se dérouler. Richard Blackwood ne dormit pas cette nuit-là. Assis dans sa suite de 20 millions de dollars, avec une vue panoramique sur la ville, il n'arrivait pas à chasser de son esprit le regard de Victoria Rodriguez. Cette confiance inébranlable ne correspondait pas au profil d'une simple employée de sécurité. Le matin, il passa quelques appels. Ses contacts au service des ressources humaines de l'entreprise n'avaient pas grand-chose à lui offrir en dehors des informations de base qu'il connaissait déjà. Victoria avait été engagée il y a 6 mois, références impeccables, dossier propre. Mais il y avait des lacunes dans son CV qui commencèrent à le gêner. 15 ans sans emploi officiel, murmura-t-il pour lui-même, feuilletant les documents qu'il avait pu obtenir. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pendant tout ce temps? La réponse vint d'une source inattendue. Lors du déjeuner dans son club privé, Richard rencontra David Sterling, un ancien général de l'armée qui travaillait désormais comme consultant en sécurité pour des entreprises multinationales. David avait servi dans plusieurs opérations à l'étranger et entretenait de vastes contacts dans le milieu militaire. « Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Victoria Rodriguez ?» demanda Richard casualement, en coupant son steak wagyu. Ancienne militaire, selon ses dires. David fronça les sourcils. Rodriguez. Rodriguez, ce nom me dit quelque chose. Il prit son téléphone et passa quelques appels discrets. 15 minutes plus tard, son visage avait considérablement pâli. « Richard, dit-il à voix basse, vous devez me dire exactement où vous avez rencontré cette femme. C'est une employée dans mon immeuble. Pourquoi cette question? David regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Si c'est la Victoria Rodriguez à laquelle je pense, vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Ce n'est pas seulement une ancienne militaire, Richard. Elle faisait partie des forces spéciales. La fourchette glissa de la main de Richard. Force spéciale. Spécialiste des opérations urbaines à haut risque. Elle a servi dans des missions classifiées en Afghanistan et en Irak. Décorée 3 fois pour bravoure au combat. David fit une pause. Et elle a une formation avancée en neutralisation de menaces. Richard sentit son estomac se nouer. Neutralisation de menaces. C'est un euphémisme militaire, mon ami. Cela signifie qu'elle sait tuer des gens de plus de façons que vous ne pouvez l'imaginer. L'information frappa Richard comme une avalanche. Toute sa vie, il avait utilisé l'argent et l'influence pour résoudre des conflits. Pot de vin, chantage, pression politique, telles étaient ses armes. Mais la violence physique réelle, le combat, cela sortait complètement de sa zone de confort. « Mais c'est juste une femme », dit Richard, essayant de minimiser la situation.
Et elle travaille comme gardienne. Elle doit être désespérée pour de l'argent. David le regarda avec une expression mêlant pitié et inquiétude. Richard, les soldats des forces spéciales ne choisissent pas un emploi par désespoir. Si elle travaille dans la sécurité, c'est pour une raison. Et compte tenu de son passé, je vous recommanderais fortement de laisser cette femme tranquille. Mais Richard Blackwood n'était pas du genre à reculer. Les conseils de David ne firent qu'intensifier sa colère. Comment osait-il suggérer que lui, l'un des hommes les plus puissants de la ville, devait craindre une employée? Cet après-midi-là, il prit une décision qui allait tout changer. Si Victoria avait de l'expérience en combat, il ne l'affronterait pas directement. Il utiliserait des méthodes qu'il connaissait bien. Argent, influence et homme prêts à tout pour une somme généreuse. Il appela Tommy Marcelli, un intermédiaire qui réglait les problèmes délicats pour des personnes importantes. Tommy était connu pour avoir des contacts avec des individus qui ne posaient pas de questions sur la nature des services demandés. « J'ai besoin que quelqu'un donne une leçon à une employée problématique », expliqua Richard lors d'une rencontre dans un bar discret du centre-ville. Rien de permanent, juste assez pour qu'elle comprenne que certaines personnes méritent le respect. Tommy sourit, montrant ses dents dorées. « Je comprends parfaitement, monsieur Blackwood. Je connais quelques gars qui peuvent avoir une conversation éducative avec mademoiselle. Quel est le budget? 50 000 $, répondit Richard sans hésiter. Mais je veux que ce soit mémorable. Elle doit comprendre les conséquences de défier des personnes importantes. Pour ce prix-là, je peux garantir qu'elle n'oubliera jamais cette conversation, rit Tommy. Laissez-moi gérer les détails. Pendant que Richard finalisait les arrangements pour sa vengeance, Victoria poursuivait sa routine normale dans l'immeuble. Mais ses instincts militaires étaient en alerte maximale. Elle avait remarqué des changements subtils dans le comportement des gens autour d'elle, des regards furtifs, des conversations interrompues dès qu'elle approchait. Lors de sa patrouille nocturne, elle remarqua une voiture sombre garée dans la rue depuis 3 jours consécutifs. Les occupants changeaient, mais le schéma restait le même. 2 hommes faisaient semblant de lire un journal tout en observant l'entrée de l'immeuble. Pour un civil normal, ce serait de la paranoïa. Pour une vétérane des opérations de reconnaissance, c'était une surveillance évidente. Victoria savait que Richard ne renoncerait pas facilement. Des hommes comme lui considéraient toute résistance comme une attaque personnelle à leur autorité. Et compte tenu de ses ressources financières, les options de représailles étaient infinies. Elle commença à prendre des précautions. Elle changea son itinéraire pour rentrer chez elle chaque jour, varia ses horaires d'entrée et de sortie, et commença à transporter certains objets qu'elle avait conservés depuis son service militaire. Ce n'étaient pas des armes conventionnelles. Elle n'avait pas de permis pour les porter dans un environnement civil, mais des outils qui pouvaient être extrêmement efficaces entre de bonnes mains. Lors de la 4e nuit après l'incident du parking, Victoria remarqua qu'elle était suivie. Une berline noire gardait une distance constante derrière elle, suivant les mêmes virages, s'arrêtant au même feu. Quand elle testa la situation en prenant une rue latérale inutile, la voiture la suivit. Au lieu de paniquer, Victoria sentit un calme familier s'emparer d'elle. C'était la même sensation qu'elle ressentait avant des missions dangereuses à l'étranger, lorsqu'elle savait que le conflit était inévitable. Son entraînement militaire prit le contrôle, analysant les options tactiques, évaluant les ressources disponibles, calculant les probabilités. Elle s'arrêta dans une station-service bien éclairée et fit semblant de faire le plein de sa voiture endommagée. Dans le rétroviseur, elle observa 2 hommes sortir de la berline. Tous 2 étaient grands, musclés, avec la posture caractéristique de ceux habitués à intimider par la force physique. L'un d'eux s'approcha d'elle tandis que l'autre bloquait discrètement la sortie de la station. L'approche était trop professionnelle pour être casuale, trop coordonnée pour être une coïncidence. « Désolé de vous déranger, mademoiselle », dit le premier homme, un chauve avec des cicatrices visibles sur les bras. « Vous êtes Victoria Rodriguez. »« Cela dépend de qui veut savoir, » répondit-elle, la main sur la pompe mais ajustant sa position pour une meilleure mobilité. « Nous avons un message d'un ami commun, » continua l'homme, s'approchant davantage. « Il pense qu'il y a eu un malentendu et aimerait résoudre les choses de manière amicale. » Victoria reconnut immédiatement le schéma. C'était la même approche que les criminels locaux utilisaient à l'étranger avant des enlèvements ou exécutions. Langage poli masquant des intentions violentes, approche progressive pour réduire la distance d'attaque, blocage des routes de fuite. Quel type de résolution envisage-t-il ? Demanda-t-elle, gagnant du temps tout en évaluant la situation tactique. L'homme sourit, mais ses yeux restèrent froids. Le genre qui garantit que vous n'aurez plus jamais de problème l'un avec l'autre. C'est alors que Victoria remarqua la 3e personne. Un tireur d'élite s'était positionné sur le toit d'un immeuble voisin, avec une ligne de vue claire sur la station.
L'opération était plus sophistiquée qu'elle ne l'avait initialement imaginé. Richard avait investi lourdement dans sa vengeance. La colère qu'elle avait contenue pendant des semaines trouva enfin un point de concentration. Il ne s'agissait plus seulement du conflit personnel avec Richard. Il s'agissait d'hommes puissants qui pensaient pouvoir résoudre des problèmes en éliminant les personnes qu'ils considéraient comme jetables. « Dites à votre employeur », dit Victoria d'une voix qui glaça le sang des hommes, qu'il vient de commettre la plus grande erreur de sa vie. L'homme chauve rit. « Madame, je crois que vous n'avez pas compris la situation. C'est nous qui faisons les menaces ici. » Victoria sourit, le même sourire glacial qu'elle avait utilisé avec Richard. Ce ne sont pas des menaces. Ce sont des promesses. Et pour la première fois depuis 6 mois de vie civile, Victoria Rodriguez commença à planifier une opération militaire. Victoria Rodriguez ne rentra pas chez elle cette nuit-là. À la place, elle conduisit pendant 3 heures jusqu'à une propriété rurale isolée à l'intérieur des terres, un lieu qu'elle avait acheté discrètement avec ses économies militaires. C'était son refuge, son sanctuaire, où elle conservait tout ce qui restait de sa vie précédente. La grange convertie abritait des équipements qu'elle espérait ne jamais avoir à utiliser. Cartes tactiques, équipements de communication cryptés, kits médicaux avancés, et une collection soigneusement cataloguée d'outils non létaux qui pouvaient devenir extrêmement efficaces entre de bonnes mains. Elle téléphona au seul numéro qu'elle avait mémorisé depuis ses années de service actif. La voix qui répondit lui était familière, même après 2 ans sans contact. « Commandement fantôme », dit la voix codée. « Ici Aigle 6. Demande d'assistance technique pour opération défensive. » Il y eut une pause. « Aigle 6, vous n'êtes plus en service actif. Cette ligne est réservée aux urgences militaires. » C'est une urgence, commandement. Des civils hostiles ont engagé une équipe militaire pour neutralisation. J'ai besoin de renseignements sur d'éventuels ex-militaires mercenaires opérant dans la région métropolitaine. L'attitude à la ligne changea immédiatement. Confirmez votre identité avec le protocole Delta. Victoria récita une séquence de code qu'elle avait mémorisée des années auparavant. Quelques minutes plus tard, elle avait accès à un réseau d'informations révélant des détails perturbants sur les hommes que Richard avait engagés. Jake Morrison et Dal Rodriguez. Ce n'étaient pas des criminels ordinaires. Tous deux étaient d'anciens rangers de l'armée, renvoyés de manière honteuse pour conduite inappropriée lors d'opérations à l'étranger. Ils travaillaient désormais comme mercenaires pour quiconque prêt à payer le prix adéquat. Et le troisième membre de l'équipe, le tireur positionné à la station-service, était Marcus Shen, un ancien marine spécialisé dans les éliminations à longue distance. Ce n'est plus seulement de l'intimidation, murmura Victoria pour elle-même, étudiant les profils. Richard a engagé une escouade d'extermination. Elle savait que des hommes comme eux n'accepteraient ni pot de vin ni négociation. C'étaient des professionnels avec une réputation à maintenir, et échouer dans une mission signifiait perdre toute crédibilité sur le marché noir. Le seul langage qu'ils comprenaient était la force supérieure. Victoria passa les 18 heures suivantes à planifier méticuleusement. Elle étudia les routes que les mercenaires utiliseraient probablement, identifia les points vulnérables à proximité de l'immeuble où elle travaillait, et calcula les meilleures positions défensives disponibles. Mais elle n'était pas seule dans cette bataille. Pendant des années à travailler comme gardienne, Victoria avait observé des schémas, comportements et loyauté parmi les employés. Il y avait des personnes qui pourraient aider, même si elles ne savaient pas exactement dans quoi elles s'engageaient. Miguel Santos était le chef de la maintenance nocturne. Ancien marin, il avait servi dans la marine pendant 8 ans avant de prendre sa retraite pour s'occuper de sa famille. Victoria avait toujours remarqué comment il portait les cicatrices de quelqu'un ayant vu un vrai combat. Il serait sa première alliance. « Miguel », dit-elle la nuit suivante, s'approchant de lui pendant la patrouille. « J'ai besoin d'un service. Et cela peut être dangereux. » Miguel s'arrêta de réparer le système de ventilation et la regarda attentivement. « Quel genre de danger ?»« Le genre que vous avez reconnu le premier jour où j'ai commencé à travailler, » répondit Victoria. « Vous savez que je ne suis pas une simple gardienne. » Miguel hocha lentement la tête. Pendant des mois, il avait remarqué des détails que les autres ignoraient. La manière dont Victoria vérifiait les angles morts, comment elle mémorisait les visages des visiteurs, comment ses yeux ne cessaient jamais de cartographier les itinéraires d'évacuation. C'était un comportement militaire. « Quelqu'un vous suit, » dit-il. Ce n'était pas une question. 3 professionnels engagés par Richard Blackwood. Et ils ne se contenteront pas de m'intimider. Miguel ferma lentement la boîte à outils. Que voulez-vous? Accès aux systèmes électriques du parking. Contrôle de l'éclairage et des caméras de sécurité. Et quelqu'un pour coordonner les communications si ça dégénère. Je peux faire ça, répondit Miguel sans hésiter.
Ma fille travaille ici le matin. Si ces gars sont ce que vous dites, ils peuvent blesser des innocents juste pour être sur leur chemin. La deuxième alliance vint d'une source inattendue. Sarah Chen était la superviseure du nettoyage nocturne, une femme petite et apparemment fragile que Victoria avait sauvée d'un harcèlement sexuel par un cadre ivre 3 mois plus tôt. Sarah n'avait jamais oublié comment Victoria avait géré la situation. Pas avec violence, mais avec une autorité si absolue que l'homme ne s'était jamais approché d'elle à nouveau. « Sarah, » dit Victoria pendant la pause café, « vous connaissez toutes les routes d'entrée et de sortie de cet immeuble mieux que quiconque. Je connais chaque couloir, chaque escalier de secours, chaque sortie de service, » confirma Sarah. « Pourquoi cette question ?» Victoria expliqua la situation en termes généraux, sans mentionner de détails militaires. Sarah écouta en silence, son petit visage se durcissant progressivement. « Cet homme riche croit qu'il peut faire ce qu'il veut avec des gens comme nous, » dit enfin Sarah. « Il pense que nous sommes jetables. » Exactement. Et maintenant, il a engagé des gens dangereux pour s'assurer que je disparaisse définitivement. Sarah se leva de sa chaise, sa posture passant d'employée soumise à une attitude plus déterminée. Ma famille a émigré dans ce pays pour fuir des hommes puissants qui pensaient pouvoir éliminer quiconque les dérangeait. Je ne laisserai pas cela se reproduire, pas dans mon lieu de travail. La troisième pièce du puzzle fut la plus surprenante. James Patterson était le gardien de jour, un homme de 50 ans que tout le monde considérait comme paresseux et incompétent. Mais Victoria avait remarqué quelque chose que les autres ignoraient. James avait des réflexes trop rapides pour quelqu'un sans entraînement, une connaissance des systèmes de sécurité très avancée pour sa position officielle. « James, » dit-elle directement, « vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. » James cessa de feuilleter un magazine et la regarda avec un intérêt sincère pour la première fois depuis des mois. « Comment ça ? Votre connaissance des protocoles de sécurité, la façon dont vous positionnez les caméras, comment vous vérifiez, par hasard, les angles morts. Vous avez reçu un entraînement professionnel. » James soupira et ferma le magazine. « FBI. 22 ans. Je me suis retiré après qu'une opération a mal tourné et que j'ai perdu mon partenaire. » Il la regarda directement. « Et vous êtes militaire. Force spéciale, si je devais deviner. » Je l'étais. Maintenant je suis une employée qui sera tuée par des mercenaires si je n'agis pas en premier. James se pencha en avant. « Des mercenaires ? Qui diable engage des mercenaires pour s'occuper d'une employée de sécurité ?» Victoria raconta tout sur Richard, l'escalade du conflit, les hommes qu'il avait confrontés à la station-service. James écouta avec la concentration de quelqu'un habitué à analyser des menaces criminelles. « Ces gars que vous décrivez, dit-il enfin, sont des professionnels. Ils ne lâcheront pas simplement parce que vous avez demandé gentiment. Et ils ne se soucieront pas des dommages collatéraux si d'autres employés se trouvent sur le chemin. C'est pourquoi je dois agir en premier. Mais j'ai besoin d'aide. » James acquiesça. « FBI retraité ou non, j'ai toujours le serment de protéger les innocents. Comptez sur moi. » Au cours des 48 heures suivantes, Victoria coordonna discrètement sa petite équipe. Miguel cartographia tous les systèmes électriques de l'immeuble et installa des interrupteurs d'urgence capables de couper l'alimentation de zones sélectionnées. Sarah créa des itinéraires d'évacuation pour les employés innocents et cacha des fournitures médicales de base dans des lieux stratégiques. James reconfigura les caméras de sécurité pour créer des angles morts contrôlés où Victoria pourrait se déplacer sans être détectée. Mais la préparation la plus importante se déroulait à l'intérieur même de Victoria. Chaque nuit, elle s'entraînait dans sa propriété rurale, réactivant des compétences qu'elle avait tenté d'oublier. Combat au corps à corps, mouvement tactique urbain, neutralisation de multiples menaces simultanément. Ses muscles se souvenaient des mouvements même après 2 ans d'inactivité. Son esprit revenait à l'état de vigilance constante qu'il avait maintenu en vie dans les zones de guerre. L'employé civil disparaissait, remplacée par la soldate qu'elle avait toujours été sous la surface. La dernière nuit avant le confrontation inévitable, Victoria réunit son équipe improvisée dans le sous-sol de l'immeuble. Miguel, Sarah et James l'écoutaient attentivement pendant qu'elle expliquait le plan final. « Ils attaqueront demain soir, » dit-elle avec une certitude absolue. « Ils ont choisi vendredi parce qu'il y a moins d'employés, moins de témoins. Et ils utiliseront le parking souterrain car il offre plusieurs routes de fuite. »« Comment pouvez-vous en être sûr ?» demanda Sarah. Victoria sourit, mais ses yeux restèrent durs comme de l'acier. « Parce que c'est exactement ce que j'aurais fait si j'étais eux. » Ce que Richard Blackwood et ses mercenaires ne savaient pas, c'est que Victoria Rodriguez avait passé 15 ans à se préparer pour des confrontations exactement comme celle-ci. Et maintenant, pour la première fois depuis qu'elle avait quitté le service militaire, elle était entièrement prête pour la guerre. À 22h47,
Les systèmes de caméras de sécurité du parking souterrain enregistrèrent 3 silhouettes entrant par les sorties de secours. Jake Morrison et Dal Rodriguez se déplaçaient avec la précision militaire caractéristique, vérifiant les angles et se couvrant mutuellement pendant qu'ils avançaient. Sur le toit du bâtiment adjacent, Marcus Shen ajustait la lunette de son fusil de précision. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Victoria Rodriguez observait chacun de leurs mouvements à travers des moniteurs modifiés au sous-sol, coordonnant sa propre opération militaire. Aigle verni, chuchota-t-elle dans le communicateur improvisé. 3 tangos confirmés. Position exactement comme prévu. Ni vers aigle, répondit James depuis le centre de contrôle. Système prêt pour coupure de courant à votre ordre. Victoria vérifia son équipement une dernière fois. Ce n'étaient pas des armes conventionnelles. Elle ne pouvait pas les porter légalement, mais des outils adaptés qu'un vétéran des forces spéciales pouvait transformer en armement efficace. Câble en acier, dispositif de choc électrique non létaux, sprays chimiques industriels, et son arme la plus puissante, 15 ans d'entraînement au combat urbain. Miguel, Sarah, maintenez vos positions de sécurité, ordonna-t-elle. Si quelque chose tourne mal, évacuez immédiatement et appelez les autorités. Compris, Victoria, répondit Miguel. Mais nous ne vous abandonnerons pas. Victoria sourit dans l'obscurité. Avoir des alliés changeait tout. Dans les opérations militaires, elle avait toujours su qu'elle pouvait compter sur son équipe. Maintenant, même en milieu civil, elle découvrait qu'il y avait encore des personnes prêtes à se battre pour ce qui est juste. Jake Morrison fit signe à son partenaire. Ils avaient localisé la voiture endommagée de Victoria dans la zone de stationnement désignée. Le plan était simple, l'embusquer lorsqu'elle sortirait du travail, simuler un vol raté, éliminer tout témoin. 50 000 $ pour quelques heures de travail. La cible devrait apparaître dans 15 minutes, murmura Jake dans le communicateur. Shen, vous avez une ligne de tir dégagée. Confirmé. Fenêtre d'opportunité claire. Aucun civil dans la zone. Dal vérifia son pistolet semi-automatique. Finissons ça vite. Moins on reste ici, mieux c'est. C'est alors que les lumières s'éteignirent. James, maintenant, ordonna Victoria, et le parking sombra dans l'obscurité totale. Les systèmes d'urgence ne fonctionnèrent pas. Miguel avait désactivé les circuits de secours. Qu'est-ce que... cria Jake, sa voix résonnant dans l'espace confiné. Shen, vous avez toujours la visée. Négatif. J'ai complètement perdu la cible. Je répète, sans visée. Victoria se déplaçait dans l'obscurité comme une ombre. Elle connaissait chaque pilier, chaque courbe, chaque obstacle de ce parking. Elle avait passé des semaines à mémoriser chaque détail, transformant son lieu de travail en avantage tactique. Jake et Dal allumèrent des lampes tactiques, les faisceaux coupant l'obscurité. C'était exactement ce que Victoria attendait. Les lumières les transformaient en cibles parfaites tout en détruisant leur vision nocturne. Ce n'est pas une coïncidence, dit Dal en dégainant son arme. Quelqu'un nous a tendu une embuscade. Impossible, répondit Jake, mais sa voix avait perdu sa confiance. C'est une simple employée de sécurité. Victoria se déplaçait en cercle autour d'eux, utilisant les piliers de béton comme couverture. Elle avait attaché des câbles en acier à des points stratégiques, créant un réseau d'obstacles invisibles dans l'obscurité. C'était une technique qu'elle avait apprise lors d'opérations nocturnes en Afghanistan. Jake fit le premier faux pas. Le câble d'acier frappa ses jambes au niveau des genoux, le faisant tomber violemment sur le sol en béton. Sa lampe vola dans les airs, créant des ombres dansantes sur les murs. « Jake !» cria Dal, faisant tourner son arme dans toutes les directions. « Où es-tu » La réponse vint sous la forme d'un dispositif de choc électrique industriel appliqué à la base du cou. Dal convulsa pendant 3 secondes avant de s'évanouir, son arme glissant sur le sol. Jake se releva en titubant, essayant de localiser sa lampe. « Shen, j'ai besoin de couverture maintenant. »« Je ne peux pas tirer sans viser, » répondit Marcus depuis le toit. « Vous devez sortir de la zone d'ombre. » Victoria observa Jake tâtonner dans l'obscurité, cherchant son arme perdue. C'était un soldat entraîné, mais il évoluait dans un territoire inconnu, sans visibilité, face à un ennemi qui contrôlait totalement l'environnement. Jake Morrison, la voix de Victoria résonna dans tout le parking, venant de multiples directions grâce à l'écho. Ex-rangé, 75e régiment. Renvoyé pour conduite inappropriée impliquant des civils non combattants en Irak. Jake s'arrêta de bouger. « Comment vous savez ça ?»« Je sais beaucoup de choses sur vous, soldat, » continua Victoria, se déplaçant tout en parlant pour confondre sa localisation. « Je sais que vous et Dal avez été expulsés de l'armée pour avoir torturé des prisonniers.
Je sais que maintenant vous vendez vos compétences à quiconque est prêt à payer. Vous n'êtes qu'une employée, cria Jake, mais il y avait du désespoir dans sa voix. J'étais capitaine des forces spéciales, répondit Victoria, sa voix venant maintenant directement derrière lui. J'ai servi dans des opérations que vous n'avez jamais eu l'autorisation de connaître. Et contrairement à vous, je n'ai jamais déshonoré mon serment. Jake se retourna rapidement, mais Victoria n'était plus là. À la place, elle se trouvait à 3 mètres sur la gauche, tenant l'arme qu'il avait perdue lors de sa chute. « Vous cherchiez ça » demanda-t-elle. Jake tenta de courir, mais trébucha sur un autre câble. Cette fois, Victoria était prête. Elle appliqua une clé de bras à prise lors de son entraînement au combat rapproché, l'immobilisant complètement. « Shen » cria Jake dans le communicateur. « Abandonnez la mission. Je répète, abandonnez. » Mais Marcus Shen avait ses propres problèmes. Sarah avait utilisé son réseau de contacts dans le nettoyage pour accéder au bâtiment où il était positionné. Avec l'aide de Miguel, elle avait coupé l'électricité de toute la zone, laissant le tireur d'élite sans système de visée électronique pour son fusil. « On a perdu la communication », murmura Marcus, essayant de réajuster l'équipement. « Ça ne devrait pas être possible. » C'est alors qu'il entendit des pas derrière lui. James Patterson était monté par l'escalier de secours, se déplaçant avec le silence de quelqu'un formé aux opérations antiterroristes. « FBI. Lâchez l'arme !» cria James, pointant son propre pistolet sur Marcus. Marcus se retourna rapidement, mais 22 ans d'expérience dans l'application de la loi donnait à James un avantage décisif dans une situation de confrontation. « Vous n'êtes plus FBI, » dit Marcus, essayant de gagner du temps. « Une fois agent, toujours agent, » répondit James. « Et vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un homicide. » De retour au parking, Victoria avait attaché Jake et Dal avec des câbles en acier. Tous deux étaient conscients mais complètement immobilisés. Elle alluma les lumières d'urgence, créant un éclairage suffisant pour documenter la situation. « Miguel, Sarah, vous pouvez venir maintenant, » dit-elle dans le communicateur. Lorsque son équipe arriva, ils trouvèrent Victoria assise calmement à côté de 2 mercenaires professionnels complètement neutralisés. Il n'y avait aucun signe de lutte violente, aucune blessure grave, seulement l'application efficace et contrôlée de la force supérieure. « Comment avez-vous fait ça » demanda Sarah, impressionnée. « Planification » répondit simplement Victoria. « Et 15 ans d'expérience avec des gens qui pensent que la violence résout tout. » James descendit du toit avec Marcus menotté. « 3 sur 3 neutralisés, » annonça-t-il. « Et j'ai suffisamment de preuves pour poursuivre tous pour tentative de meurtre. » Victoria prit le téléphone de Jake et trouva les messages échangés avec Tommy Marcelli, y compris les instructions spécifiques de Richard sur éliminer définitivement le problème. Il y avait suffisamment de preuves numériques pour tout relier directement au milliardaire. Richard Blackwood pensait pouvoir acheter une solution à un problème qu'il avait lui-même créé, dit Victoria en photographiant les preuves. Mais il y a certaines choses que l'argent ne peut pas acheter. Des sirènes de police retentirent au loin. James avait appelé ses contacts au département dès que la situation était sous contrôle. Il y aurait beaucoup à expliquer, mais il y avait suffisamment de preuves pour protéger Victoria et poursuivre tous les impliqués. Jake regarda Victoria avec un mélange de colère et de respect réticent. « Vous nous avez tendu un piège depuis le début. Vous vous êtes tendu le piège vous-même au moment où vous avez accepté de l'argent pour assassiner une innocente, » répondit Victoria. « Je vous ai juste donné l'opportunité d'y tomber. » Lorsque la police arriva, elle trouva 3 mercenaires détenus, des preuves complètes de complot pour homicide, et 4 employés civils qui avaient empêché un crime violent en utilisant seulement leur intelligence, leur travail d'équipe et leur courage. Richard Blackwood serait arrêté avant l'aube. Victoria Rodriguez avait remporté sa guerre personnelle, mais non pas par vengeance ou violence inutile. Elle avait utilisé ses compétences militaires comme elles avaient été conçues, pour protéger les innocents et défendre la justice. 3 mois plus tard, Victoria Rodriguez marchait dans les couloirs du même bâtiment, mais tout avait changé. L'uniforme bleu marine de la sécurité avait été remplacé par un blazer professionnel et un badge indiquant « Directrice de la sécurité d'entreprise ». L'entreprise, après avoir découvert l'étendue du complot de Richard, avait promu Victoria et mis en place un programme complet de réformes dans ses politiques de sécurité. Richard Blackwood attendait son procès dans une prison fédérale, ses comptes gelés, sa réputation détruite. Les preuves collectées cette nuit-là dans le parking avaient révélé un réseau de corruption s'étendant bien au-delà de la tentative d'assassinat. Pots de vin à des fonctionnaires, menaces envers d'autres employés, usage systématique d'intimidation pour faire taire toute opposition. Tout avait été mis au jour durant l'enquête.
Je n'aurais jamais pensé voir Richard Blackwood en combinaison orange de détenu, commenta Miguel Santos, désormais promu superviseur général de la maintenance. Lui et Victoria passaient en revue les nouveaux protocoles de sécurité mis en place dans tout le complexe. Le pouvoir sans responsabilité se termine toujours mal, répondit Victoria en ajustant une caméra de sécurité récemment installée. Le problème, c'est que des hommes comme Richard croient que l'argent les rend invincibles. La transformation de l'entreprise avait été radicale. La nouvelle direction, libérée de l'influence toxique de Richard, avait instauré des politiques de tolérance zéro contre la discrimination et le harcèlement. Les employés qui vivaient autrefois dans la peur de représailles disposaient désormais de canaux sûrs pour signaler les abus. L'environnement de travail était devenu véritablement inclusif. Sarah Chen avait été promue coordinatrice des ressources humaines, chargée de garantir qu'aucun employé ne subirait à nouveau le type de traitement que Victoria avait enduré. Son expérience personnelle avec la discrimination et sa loyauté, démontrée pendant la crise, faisaient d'elle la personne idéale pour ce poste. La chose la plus importante que nous avons apprise, expliqua Sarah lors d'une réunion avec de nouveaux employés, c'est que chaque personne dans cette entreprise a dignité et valeur, indépendamment de sa position ou de son origine. Cela n'est pas négociable. James Patterson était officiellement retourné dans le domaine de l'application de la loi, étant engagé comme consultant en sécurité par l'entreprise. Son expérience au FBI et sa conduite durant la crise en faisaient un atout précieux pour prévenir de futures menaces. Ce qui m'impressionne le plus, déclara James lors d'une interview pour un documentaire sur l'affaire, c'est la manière dont Victoria a réussi à neutraliser une menace létale sans causer de blessures permanentes à quiconque. Cela exige un niveau de contrôle et de discipline que peu de professionnels possèdent. Les 3 mercenaires avaient accepté des accords judiciaires en échange de témoignages complets contre Richard et ses intermédiaires. Jake Morrison et Dal Rodriguez furent condamnés à 15 ans de prison chacun, tandis que Marcus Chen reçut 12 ans. Tommy Marcelli, l'intermédiaire qui avait organisé l'attaque, fut condamné à 20 ans pour complot et organisation criminelle. Pendant le procès, le procureur souligna combien la réaction de Victoria avait été exemplaire. La prévenue aurait pu utiliser la force létale contre des attaquants armés qui avaient clairement l'intention de la tuer, argumenta-t-il. Au lieu de cela, elle a choisi de neutraliser la menace de manière non létale, préservant des vies humaines même lorsque sa propre vie était en danger. La défense de Richard tenta d'argumenter qu'il avait été trompé par Tommy sur la nature des services contractés. Mais les messages textes trouvés dans le téléphone de Jake étaient trop clairs pour être interprétés autrement. Éliminer définitivement, résoudre de façon définitive, s'assurer qu'elle ne soit plus jamais un problème. Le langage utilisé par Richard ne laissait aucun doute sur ses intentions. L'accusé ne cherchait pas à intimider, déclara le juge lors du verdict. Il cherchait à assassiner. Et quand quelqu'un utilise sa richesse pour tenter d'éliminer une personne qui n'a fait qu'exercer ses droits en tant que citoyenne et employée, cette personne représente une menace pour les fondations mêmes de notre société démocratique. Richard fut condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pendant 15 ans. 6 mois après les événements, Victoria fut invitée à donner une conférence sur la sécurité d'entreprise. Devant un auditoire de dirigeants et de professionnels de la sécurité, elle partagea les leçons tirées de son expérience. Beaucoup de gens me demandent comment j'ai su que Richard passerait à la violence physique, dit-elle depuis le podium. La réponse est que les hommes habitués à utiliser le pouvoir pour contrôler les autres escaladent toujours lorsque ce pouvoir est défié. Ils ne connaissent pas d'autres méthodes de résolution des conflits. Un dirigeant dans l'auditoire leva la main. Mais vous ne pouviez certainement pas prévoir qu'il engagerait des mercenaires professionnels. Victoria sourit. En réalité, si. Richard avait tenté l'intimidation verbale, puis l'intimidation financière par des menaces sur mon emploi. Quand cela échoua, l'escalade vers la violence physique était inévitable. Et un homme avec les ressources de Richard n'engage pas des criminels amateurs. Une autre question vint du public. Quel a été le facteur décisif qui a permis votre victoire contre des adversaires aussi dangereux? Ce n'est pas mon entraînement militaire, répondit Victoria, surprenant l'auditoire. C'était d'avoir des alliés. Miguel, Sarah et James n'avaient pas d'entraînement au combat, mais ils possédaient quelque chose de plus important, le courage moral. Ils ont choisi de faire ce qui était juste, même quand c'était dangereux. Les paroles de Victoria résonnèrent au-delà de la conférence. Des vidéos de son intervention se propagèrent sur les réseaux sociaux, inspirant des discussions sur l'abus de pouvoir, la discrimination au travail et l'importance pour les citoyens ordinaires de s'opposer aux injustices. 1 an après l'affrontement, Victoria reçut une lettre inattendue. Elle venait de Jake Morrison, écrite depuis la prison. Capitaine Rodriguez, commençait la lettre, utilisant son ancien grade militaire. J'ai passé des mois à essayer de comprendre comment vous nous avez vaincus si complètement.
Ce n'était pas seulement votre habileté tactique, bien qu'elle soit supérieure. C'était votre discipline morale. Vous auriez pu nous tuer facilement cette nuit-là, mais vous avez choisi de ne pas le faire. Cela m'a fait repenser de nombreux choix que j'ai faits dans ma vie. La lettre continuait. Dans l'armée, je me suis perdu. J'ai commencé à croire que la force signifiait cruauté, qu'être soldat signifiait ne pas avoir de compassion. Vous m'avez montré que la véritable force militaire vient de la protection, pas de la destruction. J'utilise mon temps ici pour obtenir un diplôme en service social. Quand je sortirai, je veux aider d'autres vétérans qui se sont perdus comme je me suis perdu. Victoria garda précieusement la lettre. C'était un rappel que même dans des situations extrêmes, les choix moraux comptaient. Elle avait remporté non seulement une bataille physique, mais une bataille pour les valeurs qui importent vraiment. Lors d'une interview pour un magazine national 2 ans plus tard, Victoria fut interrogée sur la leçon la plus importante de toute son expérience. « J'ai appris que peu importe le pouvoir ou l'argent qu'une personne possède, répondit-elle, si cette personne utilise ses ressources pour opprimer les autres, elle devient fondamentalement faible. Le véritable pouvoir vient d'élever les autres, pas de les détruire. » L'intervieweur demanda « Travaillez-vous encore dans la sécurité ?» « Je travaille dans la protection », corrigea Victoria. « Je protège des personnes qui ne peuvent se protéger seules. Je protège des valeurs qui font fonctionner notre société. Et je protège l'idée que chaque personne, indépendamment de sa position sociale, mérite dignité et respect. » L'entreprise où tout avait commencé devint un modèle national de milieu de travail inclusif et sûr. Des employés d'autres États venaient régulièrement pour découvrir les programmes mis en œuvre après la crise. Victoria menait souvent ses visites, expliquant comment une culture de respect mutuel était plus efficace que n'importe quel système de sécurité technologique. La véritable sécurité, disait-elle aux visiteurs, ne vient pas des caméras ou des alarmes. Elle vient de la création d'un environnement où chaque personne se sent valorisée et protégée. Quand cela se produit, tous deviennent gardiens les uns des autres. Sur le mur de son nouveau bureau, Victoria conservait une seule photographie. Elle, Miguel, Sarah et James le jour de l'inauguration du nouveau centre de formation à la diversité de l'entreprise. C'était un rappel que les victoires les plus importantes se remportent non individuellement, mais en communauté. L'histoire de Victoria Rodriguez devint légendaire parmi les employés d'entreprise à travers tout le pays. Non pas pour la violence de l'affrontement, mais pour le courage moral démontré par des personnes ordinaires qui ont choisi de faire ce qui est juste lorsque cela comptait réellement. Si cette histoire de courage et de justice a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur des personnes qui ont choisi d'être meilleures que les circonstances qui les entourent.